Allez, on va démarrer. Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui Monsieur Romain Collat, maire de Boussy-Saint-Antoine dans l'Essonne, vice-président de l'Association des petites villes de France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis je profite de cette occasion pour saluer l'élection à la présidence de la NCT du président de la PVF, Monsieur Christophe Bouillon, le 13 décembre dernier. Donc vous représentez les petites villes entre 2500 et 25 000 habitants, je pense que vous y reviendrez. Il s'agit des villes intermédiaires, périurbaines, mais aussi rurales, qui participent à l'équilibre territorial entre la ruralité et les grandes villes. À peu près 4000 communes, soit 15% des communes. Donc je vous laisserai y revenir dans votre propos liminaire. Peut-être de mon côté insister sur trois grands sujets pour cet échange cet après-midi. Le premier sujet, naturellement, qui nous aura beaucoup occupé ces derniers mois, mais sur lesquels il est bon de revenir, la question des finances locales, revenir sur l'impact de l'inflation et de la flambée des prix énergétiques sur les budgets locaux. D'ailleurs, l'APVF réalise chaque année avec la Banque Postale une étude sur la situation financière des petites villes, et votre dernière étude est parue en décembre, qui conclut à une trajectoire des finances des petites villes plutôt favorable en 2021, avec une légère progression de l'épargne brute, tout en insistant naturellement sur les incertitudes qui planent, qui demeurent. Et j'en profite pour partager avec vous les derniers chiffres de la DGFiP sur la situation financière des collectivités territoriales en 2022. C'est intéressant de s'y pencher, mais en avant que la capacité d'autofinancement de l'ensemble des collectivités se maintient. Les recettes réelles de fonctionnement global sont en hausse de 4,3% en 2022 et l'épargne brute du bloc communal a à nouveau progressé de 2,5% entre 2021 et 2022, malgré la hausse des dépenses énergétiques. Mais tout ça cache des réalités très contrastées. J'imagine que vous aurez à cœur d'y revenir. Vous savez que la délégation s'est saisie notamment avec ma collègue Christine Pires-Bonne d'une mission qui vise à suivre l'évaluation des dispositifs. Et donc, nous serons particulièrement attentifs à votre retour, notamment sur les mécanismes mis en place par l'État pour accompagner les collectivités et donc les communes en situation de fragilité, à travers notamment le filet de sécurité. Le deuxième sujet sur lequel nous pourrions échanger, c'est celui de la transition écologique, qui exige de la part notamment des collectivités territoriales, notamment du bloc communal, des investissements très importants pour atteindre notre neutralité carbone. Je pense aux infrastructures, mais je pense aussi à la rénovation énergétique des bâtiments, avec un parc public, et notamment au niveau communal, qui représente une part très significative des mètres carrés tertiaires et qui sont indispensables pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et on sait que là, les collectivités ont un rôle clé à jouer pour s'inscrire aussi dans la planification écologique. Nous réunirons ici la délégation le 2 février, des rencontres autour de l'investissement public local dans la transition énergétique pour débattre. Parlementaires, associations d'élus, banques des territoires, ANCT, tous les acteurs, pour essayer aussi de voir comment est-ce qu'on peut accélérer ces investissements indispensables dans la transition écologique. Parler naturellement du fonds vert, comment l'État accompagne ces investissements massifs. Et donc, moi, je serais intéressé pour avoir votre regard, finalement, sur comment est-ce qu'on peut aider les collectivités à les accompagner, à aller plus vite, plus loin. Et puis, peut-être un troisième sujet, le programme Petite Ville de demain, qui a été lancé en 2020, piloté par l'ANCT, qui vise notamment à accompagner les plus petites villes dans leur trajectoire de redynamisation. J'aurai l'occasion de participer demain à un comité de pilotage présidé par la ministre Dominique Faure, en charge des collectivités territoriales. Et donc, je serais également très intéressé, très heureux de pouvoir partager avec vous un peu votre regard sur ce programme. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le député, messieurs les députés. Je vais tâcher d'être peut-être bref dans mon propos introductif pour que je puisse répondre aux questions sur les sujets que vous avez évoqués, et peut-être que je vous en pose moi-même, tant les interrogations sur un certain nombre de sujets de la part des collectivités que la PVF représente sont aujourd'hui nombreuses. La PVF, donc, vous l'avez dit, a vocation à représenter les communes de 2500 à 25 000 habitants.
Elles sont environ 4000 dans notre pays, vous l'avez dit, et elles fédèrent 39% des habitants de notre pays. Donc plus du tiers de nos concitoyennes et de nos concitoyens vivent dans ces petites villes que nous avons vocation à représenter. Ces petites villes, alors évidemment les moyennes masquent des disparités, mais nous avons une tendance qui se vérifie de façon très majoritaire dans les communes que nous avons vocation à représenter, sont en dynamique démographique, avec une croissance de l'ordre d'un peu plus de 3% de leur population entre 2013 et 2019, ce qui montre à la fois leur attractivité et dans le même temps leurs besoins, puisqu'elles accueillent, notamment du fait de la métropolisation est maîtrisée, de plus en plus de populations qui peuvent être chassées vers elles d'une certaine façon par le coût du foncier au cœur des métropoles. Elles ont des besoins d'infrastructures, de services publics qui évidemment doivent mobiliser des financements croissants. Alors même que cette métropolisation qui n'est pas maîtrisée concentre les richesses et les recettes fiscales sur un certain nombre de territoires. Il y a un chiffre qui est éclairant. Alors on vous fournira évidemment à l'appui de cette audition un document écrit, mais 80% de la richesse et de la croissance se concentrent dans notre pays sur les 15 plus grandes métropoles. Alors que 70% de nos concitoyennes et de nos concitoyens vivent en dehors de ces 15 plus grandes métropoles. Donc c'est un sujet évidemment qui ne relève pas du contexte. C'est structurellement que la France s'est développée ainsi, mais c'est une réalité qu'il faut savoir prendre en compte, notamment s'agissant des moyens qui sont dévolus aux collectivités et de la péréquation qui est nécessaire. Nous avons des territoires qui accueillent de plus en plus d'habitants et dans le même temps une richesse en termes économiques et en termes fiscaux qui se concentre sur les plus grandes agglomérations. Et c'est donc finalement cette voie que nous portons. Alors même que la crise sanitaire, avant la crise sanitaire, celle dite des Gilets jaunes, a montré ce besoin de proximité, a montré à quel point l'échelon local était pertinent pour faire société, si je devais dire les choses rapidement. C'est donc cette voie que nous portons. Nous avons un sujet que nous n'abordons pas parce que c'est notre philosophie à la PVF, en considérant que finalement nous avons à défendre les petites villes à l'exclusion de toute autre forme de préoccupation. Nous sommes toutes et tous conscients qu'on est dans le même bateau des finances publiques, qu'on appartient au même pays et que les petites villes que nous représentons ne sont pas des îles dissociées de l'ensemble plus vaste qu'est celui de la nation. Et donc il y a des enjeux formidables aujourd'hui pour ces petites villes, liés à la démographie, liés à la concentration de la richesse en dehors d'elles, liés au maillage de notre territoire, à la présence des services publics, et liés, vous l'avez dit, et je sais que nous en parlerons, à la transition écologique, parce que jamais les besoins, notamment en matière d'investissement, n'ont été aussi forts, alors même que de lourdes incertitudes pèsent sur les finances locales. Vous avez souligné dans votre propos introductif la relative bonne santé des collectivités locales, en prenant la précaution, et je vous en remercie, de préciser que les moyennes, là aussi, masquaient des disparités. 2/3 des petites villes, d'après l'enquête que nous avons réalisée, ont vu leur épargne brute chuter sur 2022. Et le chiffre que je vous livre à confronter avec ces 2% de croissance globale de l'épargne brute des collectivités que vous mentionniez, montre bien que vraisemblablement, s'il y a eu des recettes supplémentaires, s'il y a eu effectivement des gains en matière d'épargne brute, c'est vraisemblablement pas dans les petites villes que celles-ci ont été constatées. Et donc c'est le message que je veux porter ici. Étant entendu encore une fois que notre volonté, c'est évidemment de porter l'intérêt des villes
et de leur population, des villes que nous représentons, tout en considérant que nous devons porter un discours de responsabilité. Et donc, si j'expose des problèmes, je sais bien que les solutions doivent être trouvées à l'aune de problématiques qui dépassent celles des petites villes. J'en ai terminé pour l'introduction. Je ne sais pas si vous voulez que je rentre plus dans le détail d'un certain nombre de sujets, mais... On peut commencer, Monsieur le Président, tout à fait l'échange. Merci pour ce propos liminaire. Alors peut-être pour ouvrir les questions, je voudrais rebondir sur votre propos et notamment sur le point sur lequel vous insistez en disant finalement 80% de la richesse se concentre dans nos métropoles, ce qui pose la question finalement de la solidarité territoriale. Une grande partie de la vie de ces métropoles repose d'ailleurs, partie des habitants qui vivent à l'extérieur, qui se retrouvent dans les plus petites villes que vous représentez. Comment créer au fond plus de solidarité territoriale, en dehors même, je dirais, des effets redistributifs sur le plan du financement des collectivités territoriales? Faut-il se poser la question des périmètres? Faut-il se poser la question de nos institutions? Alors, il y a un certain nombre de contrats de réciprocité territoriale qui existent. Quel regard portez-vous sur ces mécanismes qui ont été mis en place? La deuxième question que je voudrais aborder avec vous, Intercommunalité de France, que nous avons auditionné, insiste aussi sur l'installation progressive dans notre paysage des intercommunalités qui sont devenues aussi progressivement un fait, je dirais, quasiment politique, d'où la proposition du président Sébastien Martin de transformer les EPCI en collectivités de plein exercice. Comment voyez-vous cette proposition? Et puis enfin, la troisième proposition, toujours un peu dans la même veine de comment on renforce la péréquation territoriale. Quel regard portez-vous sur la dynamique des communes nouvelles par rapport à la taille notamment des plus petites collectivités que vous représentez? Voilà une première série de questions et avant d'ouvrir les échanges avec mes collègues. Merci. Pour ce qui concerne les mécanismes de solidarité et de péréquation existants, on pourra peut-être dans des échanges écrits rentrer plus avant dans les détails de ce que nous aurions à dire sur l'ensemble, mais je me permets, et j'imagine que c'est l'intérêt de cette audition, peut-être d'avoir un propos plus politique que technique. Ils ont le mérite de corriger très partiellement un certain nombre des inégalités territoriales que j'ai mentionnées dans mon propos introductif. Certains d'entre eux sont sans doute perfectibles. Au-delà d'ailleurs des mécanismes de solidarité et de péréquation, se pose la question, mais qui est une question de fond et de long terme, de l'aménagement du territoire, en prenant en compte d'ailleurs un certain nombre de nouvelles pratiques de vie simplement de nos concitoyennes, de nos concitoyens, mouvement qui a été accéléré par la crise Covid. Mais mon sentiment, c'est que s'agissant notamment de l'investissement, qui est un sujet aujourd'hui majeur. Pour les petites villes, je vous l'ai dit, du fait de la croissance démographique, et puis pour nous tous, pour ce qui relève de la transition écologique. Si on veut effectivement faire œuvre de solidarité et de péréquation, il faut, à mon sens, qu'on change complètement d'optique, et c'est ce que nous portons à la PVF, sur la gestion, par exemple, des enveloppes de soutien à l'investissement des collectivités. Les logiques d'appel à projet, elles permettent de financer ceux qui ont la meilleure ingénierie, ceux qui ont des projets prêts à démarrer dans les cartons, et par effet de contraste, défavorise évidemment les collectivités que nous avons vocation à représenter, qui sont moins outillées en matière d'ingénierie, qui ont moins de capacité financière à travailler sur plusieurs projets en même temps et bénéficier des effets d'aubaine que représentent les appels à projets. Et donc cette logique, elle implique un mouvement de concentration des crédits, peut-être là où on n'en a pas forcément le plus besoin. C'est pourquoi se pose la question de
par exemple des contrats des CRTE, des contrats de relance et de transition écologique, qui ont ceci d'ailleurs de particulier, qu'ils sont en fait des contrats d'intention, mais qu'ils ne prévoient pas véritablement d'obligation. En tout cas, qu'ils ne prévoient pas d'engagement ferme de l'État s'agissant des financements. Il identifie des pistes, il identifie des priorités, il identifie des projets au travers de fiches actions, mais sans que ce contrat, finalement, n'engage l'une ou l'autre des parties. C'est pourquoi nous attendons avec impatience d'ailleurs la circulaire et les détails sur le fonds vert, notamment sur le volume de crédit de paiement, sur la durée de consommation de ces 2 milliards, sur le fait que nous puissions identifier qu'il ne s'agit pas de recyclage d'autres crédits préexistants. Mais moi, je crois vraiment que si on veut faire œuvre de péréquation, sur ce sujet précis du soutien de l'État à l'investissement des collectivités locales, si en outre on veut mettre en cohérence ce que peut être l'action de soutien au bloc communal des départements et des régions au travers de leurs dispositifs de subvention, il faut peut-être qu'on donne beaucoup plus de liberté et de marge de manœuvre aux préfets de département, qui eux connaissent les territoires, sont au contact des élus locaux dans chacun de leur département, et peuvent avoir pour mission, et ils ont d'ailleurs ce qui reste des services déconcentrés de l'État pour les appuyer dans cette démarche, qui peuvent avoir pour ambition précisément de corriger les inégalités territoriales au travers des crédits d'investissement. Et donc ça suppose de sortir de la logique d'appel à projet. Ça suppose d'assumer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ça suppose d'assumer que l'État lui-même assume qu'il fléchera une partie de ses crédits vers les territoires qui en ont le plus besoin. Crédits de droit commun, hein. Je ne parle pas, évidemment, je ne remets pas en cause la politique de la ville, mais je parle des crédits de droit commun, que ces crédits de droit commun pourraient être ciblés au-delà des priorités politiques, en fonction des capacités des territoires et de leurs besoins vérifiés, plus que sur des logiques d'ingénierie ou de saupoudrage. Parce que je commence à avoir un peu de bouteille comme maire dans une commune d'Île-de-France, et j'ai vu à quel point ça peut être le cas par exemple de la Décile, à quel point plutôt que de faire effet de levier à tel ou tel endroit, ça peut être le cas ponctuellement, la Décile elle est utilisée pour d'une certaine façon faire plaisir à tout le monde. Vous avez eu l'année dernière, vous aurez l'année prochaine, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, par exemple, un des moyens d'améliorer la péréquation et de faire œuvre de solidarité, c'est de fixer des objectifs de péréquation s'agissant des crédits d'investissement. Sur l'autre sujet, interco, collectivité de plein exercice. Ben, si ça devient une collectivité de plein exercice, c'est plus une intercommunalité. C'est de fait un échelon supérieur qui se crée de plein exercice dans notre panel politico-administratif. Nous ne sommes pas favorables à une telle démarche, pour une raison qui ne relève pas, j'allais dire, de la défense d'intérêts boutiquiers, mais qui relève de l'efficacité des politiques publiques. Moi, je suis un ardent défenseur de l'intercommunalité, un ardent défenseur de l'intercommunalité, même parfois contrainte. J'ai siégé sur les bancs de cette assemblée, j'ai voté la loi NOTRe, donc j'ai aucune difficulté avec ça. Mais il faut que l'on laisse absolument la capacité aux intercommunalités de créer du consensus. Et c'est ce qui se passe dans les intercommunalités. Et ce consensus naît du fait que c'est bien des fédérations de communes qui travaillent ensemble, qui peuvent aligner leurs objectifs et qui mettent en cohérence action communale et intercommunale, qui fait l'efficacité des politiques publiques locales. On voudrait créer de la conflictualité potentielle là où il n'y en a pas besoin, très franchement. On voudrait créer de la confusion, on voudrait nuire à l'efficacité des politiques publiques de proximité. On voudrait d'une certaine façon empêcher les élus locaux, parce qu'ils en sont parfois capables, d'être intelligents ensemble. Ben, on ne procéderait pas autrement. Donc, et je vous disais tout à l'heure que
je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais je vous dis les choses comme je le pense. La PVF a tendance à aborder les questions en considérant qu'elle appartient à un ensemble plus vaste qu'est celui de la République et que l'ensemble des acteurs doit être pris en compte. Je pense que Intercommunalité de France, en faisant cette proposition, se place dans une position exactement inverse, un état d'esprit inverse. Sur les communes nouvelles, moi je pense que la loi est très bien faite. D'abord, c'est une loi qui donne la responsabilité aux acteurs locaux, qui leur donne la liberté, qui permet énormément de souplesse et qui favorise les fusions de communes, puisqu'on ôte de ce processus de fusion tout ce qui était traumatisant et qui a fait l'échec des fusions dans les dispositifs antérieurs. On peut garder des communes déléguées, on peut garder des maires délégués, on n'efface pas les histoires des territoires. Et je pense que c'est fondamental dans un pays qui est attaché à ses mairies, à ses clochers et à ses histoires. Les communes, elles se sont fondées autour des paroisses. Enfin, vous connaissez comme moi cette histoire-là. Et donc la loi est très bien faite, vraiment très bien faite. Et nous, c'est un mouvement que nous voyons d'un bon œil sur lequel nous n'avons aucune prévention. Je pense qu'il y a un équilibre qui a été trouvé. Et d'ailleurs, on le voit à bas bruit. J'ai en tête, moi, qu'on était passé de 36 000 communes à 35 000 depuis que le dispositif existe. Je n'ai pas de chiffres récents, mais à bas bruit et sans aucun traumatisme, le nombre de communes dans notre pays, de communes de plein exercice, se réduit. Et c'est très heureux parce qu'il y a des endroits où c'est tout à fait pertinent. Voilà. Et je pense que la difficulté des enjeux, je parlais tout à l'heure de l'ingénierie, la nécessité pour les collectivités de se caper, en bon français, de se staffer pour faire face aux enjeux du moment, et puis un certain nombre de difficultés relatives aux finances, vont d'une certaine façon permettre à ce mouvement de se prolonger et peut-être de s'amplifier. Mais en tout cas, j'y suis tout à fait favorable à partir du moment où c'est librement consenti, parce que quand c'est librement consenti, généralement, c'est plus efficient. Merci pour ces réponses. J'aurai d'autres questions, mais je vais laisser mes collègues poser des questions s'ils le souhaitent. Est-ce que l'un d'entre vous... Je sors pour le groupe. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, merci de nous proposer effectivement votre regard pointu sur la situation de ces villes, importante parce que très nombreuses sur chacune de nos circonscriptions. Moi, je suis élu dans le département de la Manche, dans la 2e circonscription, où effectivement la ville la plus importante en nombre d'habitants fait 13 500 habitants. Donc beaucoup des communes qui constituent ma circonscription sont effectivement des villes qui peuvent être adhérées, en tout cas, ou adhèrent, j'espère, à votre association. Ben, bien sûr, hein, espérons. Voilà. Moi, j'aurais 3 questions. La question, à vos yeux, de la fiscalité actuelle des meublés de tourisme. C'est un sujet notamment sur les villes littorales, et j'en ai un certain nombre dans la baie du Mont-Saint-Michel. La question de cette fiscalité qui, aujourd'hui, est plutôt favorable et qui, donc, pénalise le logement à l'année. Il y a actuellement un travail en cours au sein du gouvernement pour augmenter le nombre de communes éligibles à un dispositif un peu plus contraignant, dispositif fiscal un peu plus contraignant, et qui redonnerait effectivement aux communes une liberté de délibération et de fixation des taux sur les taxes d'habitation des résidences secondaires. Second sujet, l'implantation des maisons France Service. Est-ce que vous considérez à l'échelle de notre pays qu'elles sont suffisamment nombreuses et suffisamment identifiées de nos concitoyens? Parce que nous avons entendu, notamment lors du grand débat, une demande importante de proximité des services suite à un certain nombre de disparitions de ceux-ci, hein, et qui a été très clairement revendiqué et déploré de la part de nos concitoyens. Est-ce que dans les villes qui adhèrent à votre association, vous avez une satisfaction, une non-satisfaction, et quels sont aujourd'hui les écueils pour pouvoir offrir un service attendu à nos concitoyens? Et le troisième sujet, alors peut-être des indicateurs sur l'état du commerce d'hypercentralité, commerce de centre-ville. Nous avons les uns les autres des alertes aujourd'hui sur une difficulté croissante avec peut-être une perte d'attractivité, une désertification des centres-villes au profit des commerces périphériques. Est-ce que vous avez, vous, en tant que vice-président, eu écho de ces certaines inquiétudes? Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur le député. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste des meublés de tourisme et de la fiscalité applicable aux meublés de tourisme. Pardonnez-moi.
et donc on pourra compléter très utilement avec en s'appuyant sur des sachants de l'association la réponse que je vais formuler. Mais par principe, la PVF est favorable à toutes les libertés qui sont données aux collectivités d'avoir un pouvoir de taux. Et je me permets de déborder un peu la réponse très parcellaire, et je vous prie de m'en excuser à la question que vous avez posée, sur le sujet de l'autonomie fiscale des collectivités, puisque celle-ci s'est assez largement érodée ces dernières années, ce qui va à l'encontre même du principe de responsabilité politique locale. À partir du moment où vous perdez, et s'agissant des recettes fiscales du bloc communal, on est passé de 90% de pouvoir de taux en 86 à 50% des recettes en 2021, à la faveur de la mise en œuvre, du déploiement complet de la réforme de la suppression de la taxe d'habitation. Je vous permettez, Président, que je déborde un tout petit peu sur le sujet, ce qui nous évitera peut-être d'y revenir, ou nous permettra d'y revenir. Le corollaire de la responsabilité politique locale, c'est évidemment la responsabilité fiscale. Et il ne faut pas s'étonner qu'à chaque crise, à partir du moment où on biberonne les collectivités de dotation ou de compensation de perte de recettes fiscales, il ne faut pas s'étonner que celles-ci se retournent vers l'État. Parce qu'on a fait perdre progressivement au bloc communal. C'est le cas encore au travers de ce projet de loi, du projet de loi de finances pour 22, de la loi de finances désormais pour 23, pardon, avec la suppression de la CVAE. On vide progressivement de sa substance le pouvoir de taux. C'est encore plus vrai pour d'ailleurs les régions et les départements que pour le bloc communal. Et ensuite, on s'étonne que les collectivités locales, aux premières difficultés, se tournent vers l'État. On veut des gens responsables, on leur donne les capacités d'être responsables. Ce qui est absolument pas le mouvement qu'on suit depuis plusieurs années. Et quand je vous dis qu'on essaye d'avoir un discours qui est mesuré et appuyé sur le principe de responsabilité, nous demandons à la PVF à pouvoir exercer pleinement nos responsabilités et à être en capacité de les assumer. Ça suppose de redonner progressivement du pouvoir de taux. Et puis, et là je déborde vraiment, je pense, et ça c'est un sujet de préoccupation qui doit, à mon sens, dépasser les clivages partisans. Je pense qu'il ne sera pas supportable longtemps, d'un point de vue politique, démocratique et même républicain, de faire peser l'ensemble du financement de la dynamique de la dépense locale sur les seuls propriétaires. Ça va pas marcher. C'est financièrement insoutenable à moyen terme, et c'est d'un point de vue politique une bombe à retardement. Certains de nos concitoyennes et nos concitoyens ont le sentiment de payer pour les autres. Là, on est en train de leur faire la démonstration que c'est vrai. Et quand vous avez des communes qui, du fait de leur histoire, de leur urbanisme, de leur position, ont 10-15% de propriétaires grand maximum. Et il en existe de ces communes. Ça veut dire qu'il y a plus que 10-15% des habitants de ces territoires qui financent directement, au travers de l'impôt, le fonctionnement des services publics locaux. Ça n'est pas supportable, ça n'est pas de mon point de vue acceptable. Et quand je parle de bombe politique, ça participe de la colère de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Et puis sur le long terme, c'est pas tenable financièrement. On va étrangler progressivement une part de nos concitoyens. Et c'est la raison pour laquelle nous considérons que le chantier du financement des collectivités locales, et singulièrement du bloc communal, est loin d'être achevé. Alors c'est pas populaire de dire qu'il faut que tout le monde participe, mais je pense que c'est beaucoup plus dangereux de graver dans le marbre le fait que tout le monde ne participe pas, mais seulement une catégorie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Et c'est à corréler ce que je vous dis précisément avec cette volonté qui est la nôtre, en tout cas que nous exprimons, d'assumer pleinement nos responsabilités et de retrouver la capacité à agir sur les recettes et à en assumer d'ailleurs le prix politique.
Sur le commerce, dans les petites villes, là aussi, on a des moyennes qui cachent des disparités, mais on a effectivement un taux de vacances commerciales, singulièrement dans les centres-villes, qui est supérieur à celui qu'on peut constater dans les métropoles. Il est de l'ordre de 10% en moyenne dans les villes de 2500 à 25 000 habitants, et pour les villes dans lesquelles la situation est la plus dégradée, parmi celles que nous représentons, on peut aller jusqu'à 20%. Et donc on a des programmes, on a 27% des communes que nous avons à représenter qui sont concernées ou par Petite Ville de Demain ou par Action Cœur de Ville. Et globalement, ce qu'expriment les membres de notre association sur ces deux programmes, il y a de la satisfaction, de l'insatisfaction évidemment chez celles et ceux qui n'ont pas été retenus, mais on a un dispositif qui en ingénierie globalement fonctionne. J'ai pas eu écho de remontée négative. Évidemment la question du volume des financements qui reste posée, mais ça recouvre le spectre plus large de ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais on a des dispositifs qui aujourd'hui, chez celles et ceux qui en bénéficient, reçoit des échos favorables, et c'est à saluer. Et d'ailleurs la PVF avait été auprès des gouvernements concernés la cheville ouvrière pour l'élaboration du programme Petite Ville de Demain. Donc j'anticipe un peu peut-être sur la suite, je vous prie de m'excuser. Sur France Service, je n'ai pas d'écho particulier. En revanche, ce que je crois, c'est que c'est pas forcément... Ça doit dépendre des territoires. Mais ces agences France Service ne sont pas forcément très identifiées. C'était une des questions que vous posiez par nos concitoyennes et nos concitoyens. Et vraisemblablement, si on sent ce qui remonte des élus dans la variété des territoires, les agences France Service n'ont pas répondu encore, ou alors très insuffisamment, au sentiment, et plus qu'au sentiment, à la réalité de l'éloignement dans un certain nombre de territoires des services, des grands services publics nationaux. Merci, Monsieur Lotio, pour le Rassemblement national. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, je vais essayer de faire vite. 4 points assez divers, mais qui sont liés à tout ça. Moi, je suis dans une circonscription où il y a quasiment que des villes de 1000 à 25 000 habitants. Alors, sur le programme Petite Ville de Demain, en effet, bon, il y a des objectifs louables. Moi, le retour que j'ai parfois, c'est que c'est quand même beaucoup de temps et de moyens dépensés en études, sur études, réétudes, sans qu'il y ait forcément du concret rapide et qui vienne. Ça, c'est un premier point. Et par rapport à ça, même pour celles qui ne le sont pas, ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est quand même, vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, des centres-villes anciens, soit qui se paupérisent, soit qui se vident. Le nombre d'immeubles, vous allez être candidat, vous allez boiter, vous allez tracter, vous voyez bien d'ailleurs, nombre d'immeubles, de logements qui sont vides maintenant dans les cœurs des centres, et les maires disent, bah, moi j'ai pas d'outils. J'ai pas d'outils pour intervenir. Les investisseurs, les prendeurs, ça ne les intéresse pas, c'est trop petit, c'est pas rentable. Donc, et c'est peut-être là, est-ce que vous ne pensez pas que ce soit là un petit peu un des points déclencheurs sur lesquels il faudrait agir, mais où il n'y a pas forcément de levier? Deuxième point, toujours sur le logement, on a l'impression, enfin moi c'est le retour que j'ai, c'est ce que je constate, que les maires sont de plus en plus réticents à construire. On le voit sur d'ailleurs sur le volume de construction, hein, il parle de lui-même, hein, 2021-2022, il n'y a pas que le Covid dans l'histoire. Et est-ce que c'est pas tout simplement parce que les maires me disent, bah, plus je construis, dès que je construis quelque chose, maintenant c'est des coûts. C'est au UPS, potentiellement, c'est au UTS. C'est-à-dire que, et juridiquement, je peux prendre des coûts et ça me coûte quelque chose, sauf si je fais du locatif social senior. Hein, c'est à peu près tout ce qui fonctionne. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des incitations à trouver? Et est-ce que vous ne pensez pas, alors je sais qu'on touche peut-être un tabou, mais quand même, c'est ces retours de pas mal de maires, quel que soit d'ailleurs leur bord politique, c'est de dire, moi le logement social, je maîtrise pas, c'est l'État qui me met 80% du monde, et moi quand j'ai des gens dans ma commune qui attendent depuis des années qu'on construit des logements et ça, c'est moi qui le prends dans la figure parce que ben, eux ils attendent. Troisième point, est-ce que vous pensez, je sais pas le retour que vous avez sur les ZAN, les fameuses ZAN. Alors le Sénat propose des choses, l'AMF a proposé récemment, fait tout un ensemble de propositions. On a l'impression que c'est pas tenable pour un certain nombre de communes. Là encore, l'objectif en lui-même
peut apparaître louable, mais la façon dont c'est présenté aujourd'hui, on a l'impression que c'est pas tenable. Et est-ce que vous, du côté de votre association, vous avez une position particulière? Et dernière question rapide sur position, c'est un sujet qui vient un peu à l'ordre du jour. Une ancienne ministre de la Culture l'a remis à l'ordre du jour. C'est l'entretien du patrimoine pour les petites communes. C'est un vrai sujet. Moi, je suis rapporteur spécial du budget patrimoine. C'est un vrai sujet, l'entretien du petit patrimoine, hein, qui n'est pas inscrit, pas forcément inscrit ni classé, même s'il l'est, dont les communes sont propriétaires, et on a l'impression qu'elles sont un peu démunies aujourd'hui là-dessus. Voilà, 4 questions très diverses, mais qui concernent pleinement les... Merci, monsieur le député. Sur Petite Ville de demain, et d'une certaine façon, le passage de l'intention à l'action. Tout dépend, et je crois l'avoir mentionné, du volume de crédit pour réaliser concrètement les actions auxquelles peuvent donner accès ces programmes. Les études, elles sont nécessaires, indispensables, et le premier mérite de dispositifs de cette nature, c'est de permettre aux collectivités qui ne bénéficient pas d'ingénierie de bénéficier d'un appui pour conduire les projets. Mais je reboucle avec ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est s'agissant des crédits d'investissement. Si on décide, au travers d'un programme Petite Ville de demain, que telle ou telle commune, dans tel département, doit bénéficier d'un appui, ben, il faut mettre en cohérence la façon dont les crédits de soutien à l'investissement sont distribués. C'est comme ça qu'on y arrive. Or, on a des dispositifs qui se regardent en chien de faïence. Petite Ville de demain ne donne pas accès automatiquement à la DETR. Voilà. Donc, moi, je crois vraiment qu'on a des dispositifs qui se sont empilés pour des raisons historiques. Hein. Moi, je n'instruis de procès à personne ici, mais qui souffrent de leur manque de cohérence. Le CRTE avait vocation a précisément donné de la cohérence à tout cela. Force est de constater que je ne sais pas si on n'est pas encore même au milieu du gué s'agissant de la cohérence. Mais encore une fois, je ne veux pas être que négatif. L'avantage de ces programmes, c'est qu'ils outillent sur des enjeux qui sont techniques des collectivités qui ne sont pas outillées. Sur la question de l'habitat dégradé, des secteurs qui se paupérisent, et c'est d'ailleurs aussi valable sur le commerce. Oui, il faut des outils. Alors selon les régions, selon les départements, selon les intercos, il y a des outils qui existent, des outils de portage foncier pour opérer du remembrement, de la réhabilitation de l'habitat, etc. Et là, pour le coup, il y a des mises en cohérence entre les dispositifs d'État et les dispositifs locaux qui doivent être trouvés, mais ça relève de la responsabilité des élus locaux. Les intercos sont en capacité de porter des politiques de l'habitat. Elles sont en capacité, pour elles-mêmes ou en se fédérant plus largement, de créer des outils de maîtrise du foncier, sans forcément d'ailleurs, parce qu'il existe des modalités de financement. Bon, là, on est dans un contexte de remontée des taux, donc ça n'aide pas. Mais il existe des modalités de financement qui permettent de dégager des marges de manœuvre sur le long terme sans obérer des équilibres budgétaires des EPCI. On peut créer des outils. Je vous dis, moi, nous défendons le principe de responsabilité. Aujourd'hui, le cadre légal et réglementaire autorise les élus locaux. Et c'est pour ça que je parlais de cette synergie nécessaire, cette intelligence collective et le consensus entre les communes et l'intercommunalité. Les élus locaux ont à leur main la possibilité, pour peu qu'ils aient encore quelques marges de manœuvre, on en revient toujours à un bas de problème d'argent, mais la possibilité de s'organiser pour répondre à ces problématiques, étant entendu que le seul volet du travail sur l'urbanisme et l'habitat ne suffit pas à lui seul à renforcer l'attractivité. Tout ça doit être mis en cohérence. Et puis, nous sommes toutes et tous en train de découvrir la façon dont la réorganisation du commerce et de la vie économique a une influence sur la vie de nos territoires. Il m'arrive parfois quand j'ai le temps, donc assez rarement, d'aller former des collègues élus. Et j'étais, il y a quelques semaines, dans l'Aisne, quasiment à la frontière avec le département du Pas-de-Calais de mémoire.
commune de 900 habitants, éloignée, donc pas dans le cœur de cible de la PVF, mais je pense qu'une commune de 2500 à 3000 habitants qui pourrait rentrer dans le cœur de cible de la PVF est confrontée aux mêmes problématiques. Et je demandais à ces élus, parce que c'est un bon indicateur, on était à l'approche des fêtes, c'est un bon indicateur de la façon dont vivent les territoires. Où allez-vous faire vos courses de Noël ? Où allez-vous faire vos courses de Noël ? Ça donne une indication sur ce qu'est le cœur commercial attractif. On dit sur Amazon. Voilà. Donc on a un sujet qui dépasse largement les décisions que vous pouvez prendre ici, qui sont prises dans nos collectivités. On a des mutations formidables de la vie quotidienne de nos concitoyens, de leurs pratiques de consommation. Et de ce point de vue-là, il y a ce sur quoi nous avons prise dans nos collectivités locales. Et puis, il y a des questionnements qu'on doit avoir à l'échelle nationale, qui dépassent le seul cadre de la PVF, parce qu'il ne s'agirait pas d'arroser le sable avec des crédits publics, alors même qu'on a des mouvements profonds qui s'opèrent. Et de ce point de vue-là, pardonnez-moi, mais j'apporte plus de questions que je n'apporte de réponses. Mais je pense qu'il faut qu'on ait une vision à spectre large. Et c'est pas la première fois que cette réponse m'est faite, c'est pour ça que je veux la partager avec vous. Je pense que c'est un excellent indicateur de ce qui se passe dans nos villes. Pour ce qui concerne le déficit de construction, aujourd'hui, accueillir des logements nouveaux, c'est une charge. C'est aussi simple que ça. Le régime de la fiscalité, après notamment la réforme de la taxe d'habitation, n'incite absolument pas à construire. Des constructions nouvelles, c'est de la charge. Et sans forcément le niveau de recette qu'elle pouvait apporter précédemment. Et c'est singulièrement vrai sur le logement social, puisque celui-ci est exonéré de TFPB. Donc, c'est là, pour le coup, on est vraiment que dans du coup et sans la recette en face. Ce qui, à mon sens, nous amène à de grandes difficultés à moyenne échéance s'agissant de la production de logements, avec des conséquences économiques d'ailleurs sur le secteur du bâtiment, et puis le mal logement, avec des conséquences sociétales sur l'aggravation du mal logement dans notre pays. Pour ce qui concerne le logement social et les attributions des logements, ce n'est pas un sujet que nous avons abordé à la PVF, et je vais vous faire une réponse de nature personnelle. Généralement, commune ou intercommunalité, selon les compétences, selon l'organisation de l'intérêt communautaire, bénéficie d'un droit de réservation en contrepartie de la garantie d'emprunt pour à peu près 20% du logement. Le restant se partage entre l'État et les collecteurs Action Logement. Et je pense qu'on a un système équilibré. Et à partir du moment où le logement social est financé par la nation, il est naturel que celle-ci puisse loger ses concitoyennes et ses concitoyens sans discrimination. Je ne choisis pas mes habitants, parce qu'on est dans un pays de liberté. Merci. Sur ZAN, le sujet, je ne suis pas qualifié. On vous fera une réponse. Non, mais très objectivement, nous étions. Ce que je sais, c'est que les collègues que nous avons vocation à représenter étaient plutôt satisfaits du fait qu'à un moment, on avait appuyé sur le frein pour prendre le temps de réfléchir. Et là aussi, avait insisté sur la nécessité de cohérence. On ne peut pas afficher ZAN de façon sèche sans qu'on puisse avoir la liste de ce qui relève de ZAN et de ce qui ne relève pas de ZAN. On ne peut pas dire qu'on veut déployer par exemple du photovoltaïque largement sur notre territoire et considérer que déployer du photovoltaïque, c'est artificialiser les sols. Et donc il y a le sentiment que j'ai, mais sans être un spécialiste de la question, après avoir échangé avec un certain nombre de collègues, notamment lors des assises de la PVF au mois de septembre dernier, c'est que nous étions en attente d'avoir une vision globale
Parce que c'est ça qui permet, c'est valable d'ailleurs pour les problématiques de finances. C'est toujours mieux d'avoir de la prévisibilité et de la visibilité pour que les choses s'articulent au mieux. Quant aux objectifs de la loi, chacune et chacun peut constater qu'ils sont louables et que nous avons vocation à les accompagner de la meilleure des façons, pour peu, encore une fois, qu'on nous donne la vision complète de ce qu'implique le dispositif et que celui-ci soit cohérent avec d'autres grands objectifs de politique nationale que nous pouvons avoir en partage. Patrimoine, voilà, on touche à la question budgétaire, quoi. Quand les communes ont les moyens de faire, elles entretiennent généralement le patrimoine. Donc, c'est un bête problème d'argent, monsieur le député. Merci, Robin Reda, pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le maire. Ma première question portait sur le lien fiscal avec les communes et en particulier les petites villes. Et vous y avez largement répondu. Peut-être juste rajouter à titre de remarque que la fiscalité foncière et donc la réduction de l'assiette de la fiscalité locale telle que vous l'avez évoqué, elle pèse aussi uniquement sur le bloc local, puisque le bloc local a récupéré le taux du département. Et puis on pourrait mentionner aussi la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui pèse sur la feuille de rôle de la taxe foncière et donc qui alourdit et qui effectivement met un petit peu en danger le lien démocratique, ou en tout cas voilà, avec une partie de la population dans la commune. Peut-être deux autres questions, une technique et une plus politique. La première, c'est sur l'attractivité de la fonction publique dans les villes des strates que vous représentez. Vous avez parlé des difficultés d'ingénierie. On sait que dans la filière technique, c'est particulièrement prégnant. On pourrait aussi parler, on n'en a pas parlé, mais de la sécurité et la difficulté de recrutement des policiers municipaux compte tenu de la concurrence des régimes indemnitaires et du manque d'offres, si je puis m'exprimer ainsi, sur le marché de la police municipale. Est-ce que vous avez des préconisations, des revendications en la matière? Et la dernière question, c'est la question du retour du cumul des mandats qui est dans l'atmosphère, ou en tout cas que certains remettent sur la table, notamment en évoquant des questions de strates. Je ne sais pas si l'Association des petites villes de France a un avis ou une réflexion là-dessus, mais est-ce que vous avez une conviction personnelle? C'est pas tellement pour parler du cumul des mandats maire-député, plutôt sur la représentation politique que vous estimez peut-être plus nécessaire des petites villes à l'échelle nationale. Votre association le fait, mais peut-être que vous avez des revendications plus en avant sur le sujet. Merci. Merci, monsieur le député. Pour ce qui concerne l'attractivité, s'agissant des fonctionnaires publics territoriaux des petites villes, elle est liée aux capacités budgétaires s'agissant du régime indemnitaire. Donc j'en reviens toujours à ce bête problème d'argent. Et il est évident que les collectivités les plus puissantes en termes budgétaires ont des politiques RH qui sont plus généreuses et donc plus attractives que les petites villes, et est lié à l'attractivité territoriale tout court. Quand on concentre tous les équipements, tous les services publics dans les métropoles, et qu'au contraire les territoires périurbains ruraux sont dépouillés, j'en reviens à la question de monsieur le député de la Manche tout à l'heure, de l'accès aux services, etc. Évidemment, ils sont moins attractifs. J'en veux pour exemple, je sais que vous le connaissez, monsieur le député, on est compatriotes de département, Robin Reda et moi. Dans le département de l'Essonne, par exemple, bien des fonctions les plus attractives sont exercées, les plus intéressantes, les plus capées, les mieux rémunérées, sont exercées par des personnes qui habitent Paris. On a beaucoup de Parisiens qui quittent Paris le matin, qui sont dans le bon sens sur les routes ou dans les RER, quand ceux-ci roulent, et qui vont aller exercer les fonctions en Essonne, puis parce qu'ils veulent dans leur quotidien bénéficier du plus grand service, du plus grand accès aux loisirs, etc., qui vivent à Paris ou en toute proche couronne, et d'une certaine façon d'ailleurs vont capter la richesse du territoire,
pour aller consommer dans les cœurs métropolitains. Et cet exemple essonien, je suis sûr qu'il est valable sur bien d'autres territoires. Et encore, en Île-de-France, on peut, dans des conditions qui ne sont pas toujours idéales, se déplacer. Et donc, mais quand vous avez ce phénomène-là où les gens les plus capés et qui en ont donc les moyens vont vivre dans le cœur des métropoles, mais que ceux-ci ne peuvent pas irriguer de leur savoir et de leur connaissance des territoires qui sont trop éloignés, mal desservis, etc., on a un sujet d'attractivité. Sur le problème particulier de la police municipale, deux choses. Sur le recrutement, il faudrait mettre un peu d'ordre. Et là, je crois que les préfets de département, au titre du contrôle de légalité, peuvent exercer cette mission de maintien de l'ordre administratif et juridique. Les collectivités se livrent une guerre sans merci pour avoir des policiers municipaux avec des pratiques qui sont parfois discutables. Et c'est la prime, là aussi, à celui qui est le plus en capacité de dépenser de l'argent pour sa police municipale. Avec du régime indemnitaire, ça c'est parfaitement fondé, mais il existe, je le sais, des endroits où on paye des heures supplémentaires qui ne sont pas effectuées, où on fait bénéficier les agents d'avantages qui ne sont pas forcément dus en toute légalité. Et donc on a sur le marché de la police municipale, c'est singulièrement vrai en Île-de-France, un mercato auquel la Ligue 1 n'a rien à envier, quoi. Voilà, donc on a d'abord un petit sujet à mon avis, de remise à plat pour éviter l'effet inflationniste du coût de la police municipale et la guerre acharnée que se lèvent les territoires et qui donc favorise forcément ceux qui sont les mieux lotis. Je me permets un débordement. Il y a un sujet, puisqu'on parlait de finances locales, qu'on n'a pas abordé, qui est le projet de loi de programmation des finances publiques, qui, en contraignant les collectivités locales à faire croître leurs dépenses de fonctionnement à un niveau de 0,5 points inférieur à celui de l'inflation, c'est ce qui était prévu. Ça n'y est plus. Je ne sais pas où en est ce texte, parce que la CMP avait échoué. Bon, ça n'y est plus. Donc, on n'a plus d'encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales. C'est la grande liberté. Voilà. Non, mais je dis ça il y a des objectifs que, encore une fois, je vous dis, je ne considère pas comme des îles et on est tous dans le même bateau des finances publiques. Donc, je n'ai pas de problème avec le fait qu'à un moment, on se pose la question globale de la trajectoire. Mais il faut se la poser jusqu'au bout. Et c'est, puisqu'on parle de police municipale, que je me permets cette réflexion. Il y a des dépenses qui mécaniquement croissent. Et si on refuse d'admettre cette réalité, nous, on a le sentiment qu'on se moque de nous. Et le sentiment que celles et ceux qui nous disent qu'il faut maîtriser un certain nombre de dépenses, voire qu'elles baissent en vrai, en valeur, ne nous prennent pas au sérieux. Et ne se prennent pas au sérieux puisqu'ils savent, en nous contraignant, que les objectifs sont irréalisables. Mécaniquement, du fait des enjeux de la transition, du fait de la croissance démographique, du fait de l'inflation, du fait des charges nouvelles que l'État fait peser explicitement ou implicitement sur les collectivités locales et singulièrement sur le bloc communal, établir des objectifs uniformes de maîtrise de dépenses est irréaliste, complètement irréaliste. Et je suis parti de la police municipale pour vous dire cela, pour la simple et bonne raison que là, on est typiquement dans la dépense contrainte implicite. À aucun moment, l'État n'a dit aux communes, vous êtes obligés de vous doter d'une police municipale. À aucun moment, l'État n'a dit, vous êtes obligés de les faire monter en puissance. Il n'y a pas d'obligation. Mais enfin, aujourd'hui, si vous n'avez pas de police municipale, dans un certain nombre de territoires, il n'y a plus d'actions de sécurité de proximité qui sont conduites. Et ça, il faut franchement l'admettre. Moi, ça fait, en mois de mars prochain, ça fera 15 ans que je suis maire. Je suis en zone police en Île-de-France. Et c'est pas la qualité des fonctionnaires qui sont en cause, qui est en cause, pardon. J'ai vu ce qu'étaient les missions assumées par la police nationale il y a 15 ans, et j'ai vu quelle est la réalité de l'exercice de ces missions aujourd'hui. Et le gap, je l'ai comblé comment? Avec de la police municipale,
qui est monté en puissance progressivement, parce qu'il y a un certain nombre de missions qui étaient autrefois, et c'est valable également en zone gendarmerie, d'après ce que me disent mes collègues, autrefois assumées par les forces nationales de sécurité, qui ne sont plus assumées. Pour tout ce qui relève du quotidien, pour tout ce qui relève de problématiques de code de la route, de stationnement, tout ce qui relève de la proximité, voire même de la lutte contre les troubles à la tranquillité publique, la police nationale en vérité. Et encore une fois, c'est pas la qualité des fonctionnaires, ceux qui sont sur le terrain comme sur ceux qui les encadrent, que je mets en cause. C'est une problématique de moyens. Et il faut qu'on se le dise clairement. En plus, il y a les vents mauvais qui soufflent sur la société, les comportements déviants qui sont de plus en plus nombreux. Si les municipalités n'investissent pas dans la sécurité et la tranquillité publique, et donc ça veut dire ne font pas croître leurs dépenses en la matière, aux coûts qui sont ceux que vous connaissez, puisqu'en plus on est sur un marché en termes d'emploi qui est extrêmement tendu, eh bien, on n'a plus de sécurité, de tranquillité du quotidien. Donc là, on est typiquement dans une charge implicite, qui a été transférée implicitement aux collectivités, et qui mécaniquement, et ça on peut collectivement le déplorer, mais qui mécaniquement va croître. Et on est sur des montants, s'agissant de la police municipale, qui sont absolument pas neutres. Parce qu'au départ, on avait des polices municipales de jour, qui faisaient de l'îlotage, etc. Maintenant, si vous voulez, dans un certain nombre de territoires, de la tranquillité publique la nuit. Je ne parle pas de la lutte contre la grande délinquance, etc. Ça relève, de mon point de vue, en tout cas, évidemment, des forces de sécurité nationale. Mais je parle de la tranquillité publique, la chose élémentaire. Si vous n'avez pas de police municipale la nuit, maintenant, vous avez des endroits où les habitantes et les habitants vivent un enfer. Et bien souvent, les moyens qu'on déploie sont pas suffisants. Mais simplement parce que la police nationale, du fait de l'évolution de la société, du fait d'un certain nombre de choix qui ont été opérés en termes de moyens, en termes de priorités, n'assume plus ces missions. Et donc nous dire, faut dépenser moins en valeur, alors même qu'on sait, et c'est valable sur bien d'autres sujets, qu'on a mécaniquement des dépenses qui sont appelées à augmenter, et pas forcément d'ailleurs de façon totalement maîtrisée, parce que c'est toujours les moyens qui courent après le besoin et pas l'inverse. Donc je me réjouis, pardonnez-moi d'avoir été long sur ce sujet, des informations qui sont délivrées par le président à l'instant. Sur la représentation, l'histoire du cumul des mandats et la représentation des petites villes et puis peut-être plus largement des collectivités, la PVF n'est pas favorable à une évolution législative à date, autant que je sache. En tout cas, ça ne fait absolument pas partie des revendications que nous portons. Et je pense que rétablir le cumul de mandat parlementaire de parlementaire-maire, et j'ai expérimenté, je l'ai fait, n'est pas forcément souhaitable. Et c'est faire peser d'une certaine façon sur le cumul ce qu'il n'est pas. Dire qu'il faut être maire, alors même dans une petite commune, d'ailleurs, les maires des petites communes sont souvent ceux qui sont le plus accaparés par la gestion de leur collectivité, parce qu'ils n'ont pas d'agents. Voilà, c'est ceux peut-être qui ont moins de temps à consacrer, à un mandat parlementaire. Mais dire qu'il faut être maire pour connaître la réalité du pays, ça signifie que 99,99% de nos concitoyens ne vivent pas dans la réalité du pays, parce qu'ils ne sont pas maires. Donc c'est un argument que je balaye, pardonnez-moi, mais d'un revers de la main. Et pour avoir expérimenté physiquement les fonctions de député-maire, j'étais content que ça s'arrête. Je vous le dis, parce que moi j'ai essayé de faire les deux sérieusement. J'y ai laissé un bout de ma santé. Quand on veut faire les deux sérieusement. Et donc moi j'ai connu, c'est pas le cas de toutes et tous ici, l'assemblée de cumulards. Je sais ce que ça veut dire. Voilà, où on s'épuise, où on fait l'un, où on fait l'autre, mais c'est pas bien durable cette affaire-là. Et donc on fait peser sur le cumul une responsabilité en vrai qui relève des formations politiques. Les formations politiques dans ce pays, elles ont une valeur reconnue par la Constitution. Elles participent à l'expression du suffrage universel. Elles concourent à la vie démocratique. À elles de sélectionner
des candidates et des candidats qui sont représentatifs de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Ça n'a pas toujours été le cas dans un passé récent, je vous l'accorde. Merci, y compris pour le caractère direct de votre analyse de la proposition de faut-il revenir ou pas au cumul de mandats. Je partage un grand nombre d'arguments que vous avez exposés. Je voulais, avant de laisser la parole à Stéphane Michou pour le groupe Renaissance, vous dire peut-être deux choses. La première, c'est que la délégation aux collectivités territoriales conduit actuellement une mission sur le recrutement, la formation des policiers municipaux, parce que c'est effectivement un sujet très largement partagé. D'autre part, partager avec vous deux informations sur les textes financiers. Le premier, effectivement, c'est qu'il existe, je dirais, les contrats de Cahors et pacte de confiance, et en revanche, poursuite de l'effort sur les budgets, notamment de la police nationale, des forces de sécurité, dont les effectifs continueront d'augmenter sous ce quinquennat, comme ça avait été le cas sous le quinquennat précédent. Stéphane Buchou. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Je voudrais débuter mon propos pour vous dire que je bois vos paroles sur la question du cumul des mandats et à l'instar de ce que vient de dire Thomas, vous féliciter parce que le discours que vous avez tenu, en particulier sur le caractère physique entre le mandat de la fonction de député et celle de maire, même d'une petite commune, on le sait, est très compliqué à tenir. Et l'argument effectivement que vous avez développé, qui pour moi est peut-être le premier à mettre en avant, selon lequel physiquement c'est très très compliqué, et celui que si on n'est pas élu local, en particulier maire, on ne connaît pas la réalité de la vie, me semble frapper au coin du bon sens, et on l'évacue assez rapidement. Donc bravo pour ça. Je suis pas plus long, mais c'est pas un discours qu'on entend très régulièrement, donc je voulais le souligner. Très rapidement, 3 ou 4 points. Ça a été évoqué par un de nos collègues sur le ZAN. Je voulais là aussi avoir l'analyse qui est peut-être réalisée au sein de l'association, en particulier non pas pour revenir sur les objectifs qui ont été fixés par la loi que nous avons votée en août dernier, mais simplement sur la question de la territorialisation du zéro artificialisation nette. Est-ce que c'est quelque chose qui a été évoqué dans votre association? Est-ce que c'est vu plutôt d'un bon œil? Premier point. Deuxième point, même si j'ai bien entendu que vous n'en étiez pas un spécialiste, je voulais revenir très rapidement sur la question du logement et des tensions du logement dans certains territoires. Moi, je viens d'un département qui ressemble un peu à la Manche, mais où il fait encore meilleur vivre que dans la Manche, c'est la Vendée. Et donc, élu d'une circonscription de 32 communes où 31 compte moins de 15 000 habitants, et où on a un taux de résidence secondaire qui est parfois supérieur à 70%, donc où ça crée de véritables problématiques. Alors, c'est vrai qu'on actionne et on veut actionner, et moi j'y suis plutôt favorable, la question l'outil fiscalité. Je pense néanmoins, alors je ne sais pas si ce sera une question au final, mais je pense néanmoins que la question de la fiscalité n'est peut-être qu'un des outils qui permettront de sortir de l'ornière, parce que je considère que lorsque, sans être trop caricatural, mais lorsque l'on a les moyens d'avoir une résidence secondaire dans des communes comme les Sables-d'Olonne, pour pas la citer, ou Noirmoutier, ou l'Île-Dieu, je pense que même si on surtaxe, c'est pas ce qui fera qu'à un moment donné, le bien qui est en location saisonnière sera mis en location à l'année. Donc je voulais porter cela à votre connaissance et savoir si là aussi il y avait des réflexions ou des études qui sont menées au sein de votre association, si vous avez été alerté sur ces points-là, parce que vraiment, moi, chez moi, comme on dit, ça pose de véritables questions, et je crains que tout ça lié avec le tourisme, un tourisme de masse qui arrive sur nos territoires littoraux, et on vit, nous, du tourisme, ça crée vraiment de très très fortes tensions
Donc, je pense qu'il serait intéressant qu'une association comme la vôtre, si elle n'a pas été réellement alertée sur ces sujets-là, prenne le sujet à bras-le-corps pour alimenter la réflexion. Troisième point très rapide, je suis dans un département comme beaucoup qui est sous-doté en matière médicale. Donc, je voulais savoir là aussi, au sein de votre association, comment est-ce que ce sujet-là était abordé, si vous aviez des préconisations, en plus de toutes les réflexions qui peuvent être menées ici à l'Assemblée nationale. Et puis, dernier point sur lequel je ne suis pas sûr que vous puissiez, enfin, que vous ayez, compte tenu de vos fonctions, des éléments très concrets à nous donner, mais je me permets quand même de le citer, qui est celui du recul du trait de côte, ou en tous les cas l'adaptation des territoires littoraux face au changement climatique. C'est aussi un vrai sujet dans nos départements, puisque le littoral est menacé, et donc nous avons un certain nombre de biens privés comme d'équipements publics qui sont menacés par l'avancée de la mer, et donc se pose évidemment la question du financement et de la relocalisation, entre autres. Et pour finir sur un sujet que vous avez longuement abordé, celui de la solidarité financière dans les intercommunalités, on voit bien dans des intercommunalités, et c'est le cas chez moi, où on a des communes qui sont littorales et d'autres qui sont rétro-littorales, et qui ont la compétence de défense contre la mer, les difficultés de certaines communes à bien vouloir financer des équipements qui, au final, ne protègent, en tous les cas en théorie, que celles et ceux qui vivent au bord de la mer, donc les privilégiés, et celles et ceux qui viennent en vacances. Donc la question du financement du recul du trait de côte, et je terminerai par là, est aussi une question de l'échelle territoriale à laquelle on pose ce sujet-là. Voilà, merci beaucoup. Alors, monsieur le député, je dois vous préciser que je suis vice-président de la PVF en charge des questions de finances. Et que je suis très attaché à essayer de m'inscrire dans ce qu'étaient les propos de Pierre Desproges, qui disait mieux vaut se taire et paraître idiot que parler et ne laisser aucun doute à ce sujet. Et donc, au risque de vous décevoir, je ne vais pas arbitrer entre la Vendée et la Manche, et je vais renvoyer à une réponse écrite qui sera fournie à votre délégation par l'association et les sachants de l'association, les réponses aux points que vous avez abordés. Je me permets juste d'être peut-être un peu plus fourni sur un sujet, et que je ne fais qu'effleurer, qui est celui de la désertification médicale, parmi les immenses sujets d'attractivité des petites villes. Se pose, et se posera plus encore avec le vieillissement de la population, la question de l'accès aux soins, notamment à la médecine de ville, mais pas que, avec la nécessité d'ailleurs d'avoir des acteurs de soins de plus en plus coordonnés, puisqu'on a une part, et ça va être plus vrai encore dans les petites villes que dans les métropoles, pour les raisons que j'évoquais dans mon propos liminaire, on a une part grandissante de la population qui va dépasser les 75 ans. Là, on a devant nous un enjeu formidable, et à mon sens collectivement, là je ne jette la pierre à personne, nous ne sommes pas prêts, pas outillés, et puisqu'on constate aujourd'hui des déserts médicaux qui d'ailleurs ne sont pas l'exclusif apanage des territoires périurbains. Aujourd'hui, en zone urbaine, je disais que je venais de l'Essonne, donc on est dans la grande couronne parisienne, et au nord de l'Essonne, on est en proximité immédiate du cœur de l'agglomération de Paris. On a des communes de plus de 10 000 habitants dans lesquelles il n'y a plus un toubib, plus un médecin. Donc, et aujourd'hui, chez moi, trouver un médecin traitant quand on n'en a pas, ou quand son médecin traitant cesse son activité, relève du parcours du combattant. Donc là, on a un sujet global pour la nation, qui va s'accentuer dans les petites villes. C'est un sujet d'attractivité pour elles, et même de capacité à vivre, pour une part grandissante de la population qui prend en âge, et qu'on n'est pas en capacité d'accompagner. Donc on a des compléments écrits qui pourront être fournis aux membres de la délégation.
Mais le sentiment qui est le mien, c'est que nous n'avons pas encore collectivement pris la mesure du défi qui était devant nous et de la nécessité. Alors je sais que le gouvernement a pris des dispositions, soutenues en cela d'ailleurs par la majorité des parlementaires, notamment pour que dans 8-9 ans, nous ayons plus de médecins. Mais on a une période interstitielle à gérer, et au-delà même d'ailleurs de cette période interstitielle, des questions, à mon sens, et là je parle à titre personnel, à se poser sur le fonctionnement d'un régime qui aujourd'hui ne remplit pas ses fonctions, puisqu'on a des déserts médicaux, qui est financé par la puissance publique au travers de la sécurité sociale, mais qui relève, s'agissant des implantations, du libéral pur. On a... Pardon, je ne veux pas monopoliser la parole. En fait, l'objet de ma question, c'était de savoir si l'association dont vous êtes le vice-président plaide pour, par exemple, l'obligation d'installation des médecins libéraux ou pas, très clairement, parce qu'on voit bien comment ça se passe dans les territoires. Vous citez l'exemple de ma circonscription, où on a des communes qui vont plutôt globalement bien financièrement et qui sont prêtes à déployer des trésors d'ingéniosité pour alors soit salarier effectivement les médecins, soit mettre à disposition un logement, voire le cas échéant plus. Et en fait, on assiste à quoi? Vous parliez de mercato tout à l'heure. En fait, c'est là aussi un mercato. C'est-à-dire qu'en fait, les communes se piquent pardon de le dire de manière aussi triviale, mais les médecins, voilà, viens chez moi, je t'offrirai... là, on t'offre un an de loyer, moi je t'en offre 2. Enfin, on est un peu dans ce cas-là. Donc, est-ce que votre association a une position ferme sur le sujet ou pas? Oui, pardon. Monsieur le député, la réponse de la PVF est claire. Nous sommes pour une régulation. Quand je vous disais que nous sommes aujourd'hui dans un système qui ne remplit pas ses fonctions et qui est insatisfaisant, alors je ne sais pas si ça relève de l'obligation d'installation, sur quelle période, si elle devait exister, celle-ci devrait effectivement exister, mais on a un système, c'est pour ça que j'ai évoqué système financé par la puissance publique, mais qui repose sur un fonctionnement libéral, donc ce qui me paraît déséquilibré, pour dire les choses, d'autant plus que ça ne fonctionne pas. Et donc, on a besoin de régulation. Et nous sommes disponibles à travailler sur des options sur la régulation. En tout cas, nous la demandons. Sans être en capacité, puisque nous n'avons pas accès à l'ensemble des données dont peuvent bénéficier les ARS, évidemment, le ministère des Solidarités et de la Santé, mais nous sommes disponibles pour travailler à cette régulation pour l'intérêt de nos concitoyennes et de nos concitoyens, et puis pour l'attractivité de nos villes. Merci, monsieur le vice-président, en charge des finances, mais merci d'avoir pris aussi, j'allais dire, le risque de vous aventurer dans d'autres domaines. Merci pour votre disponibilité. Vous dire que sur les questions financières, vous invitez à venir en débattre avec nous le 2 février, parce que vous avez à plusieurs reprises pointé la question de la contrainte financière qui pèse sur les collectivités territoriales, avec les enjeux d'investissement, de dépenses de fonctionnement aussi. Je pense que c'est un sujet dont il faut qu'on se saisisse collectivement, et je vous invite à revenir ici même, en salle Lamartine, le 2 février, si vous le souhaitez, pour venir en débattre. Et n'hésitez pas à nous passer des compléments suite aux questions qui ont été posées par les membres de la délégation. Je pense notamment aux ânes en particulier, pour apporter des compléments de réponse aux membres de la délégation. Écoutez, un grand merci pour votre disponibilité. Merci à vous, monsieur le président, et à vous, messieurs les députés. Merci.